Donc bonjour à tous, donc, je suis Hervé Troilic, je suis le directeur général de Iminity by Niji, qui est la filiale cybersécurité de la société Niji. Et je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs de cet événement, nous avoir invités, donc merci à All4Tech notamment pour leur invitation. Et donc moi je vais vous parler je vais vous faire un retour d'expérience sur les accompagnements France Relance Cyber. Alors nous sommes prestataires terrain, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure de la présentation. Donc on accompagne on a accompagné aujourd'hui un petit peu moins d'une dizaine de bénéficiaires au titre de ces programmes dans différents types d'activités. Et puis l'objectif c'est de vous faire ce rétexte. Donc moi je suis pas l'ANSSI. Je vais vraiment vous parler de la manière dont on a mené ces missions, de l'expérience qu'on en a tirée, peut-être des pièges qu'il faut éviter d'ailleurs de tous les côtés quand on fait ce type de prestation. Et puis n'hésitez pas. Alors je voulais faire un petit sondage d'ailleurs avant de démarrer. Quels sont ceux parmi vous, puisqu'il y a des représentants de collectivités ici, est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui sont engagés dans ce genre d'accompagnement? N'ayez pas peur. Ok, super. Bon, c'est top. Alors, n'hésitez pas en fin de présentation de me faire part de vos remarques et puis qu'on fasse un échange autour de questions. Alors, c'est comme ça. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler? Bon, une petite introduction sur le sujet, histoire de rentrer un petit peu dans le thème. Un rappel, la présentation du dispositif France Relance, de quoi on parle. Ensuite, quelques tips sur l'aide au choix du prestataire pour ceux ou celles qui seraient pas encore lancés dans la démarche. Et je pense qu'il y en a encore. Ensuite, comment se déroule la prestation? Voilà, comment on a fait nous jusqu'à présent pour mener ce type de mission? Comment ça se passe? Les écueils à éviter, les apports bien sûr, et puis ensuite on passera. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Alors en introduction, en fait j'ai mis déroulement de retour d'expérience. Quoi, encore un machin qui va nous contraindre? En fait, nous en tant que prestataires, donc spécialistes de la cybersécurité, on a entendu parler de ça courant 2020, de ce dispositif. On n'avait pas forcément beaucoup d'informations encore à ce moment-là. Et puis on s'est dit, c'est quoi ce truc? C'est qui va faire? Ça se passe comment en fait? Et puis quand est-ce que ça va vraiment démarrer? En fait, je pense qu'on n'était pas les seuls d'ailleurs à se poser ces questions-là. Je pense aussi que du côté des collectivités notamment, ou des établissements de santé, enfin des entités administratives, il y avait le même type de questions. Donc ça a été le premier truc. Et puis c'est vrai qu'on s'était dit aussi, est-ce qu'un nouveau dispositif de l'ANSSI, est-ce que ça va pas être trop lourd? Est-ce que ça va vraiment être pertinent aussi? Et puis comment nous, on va pouvoir se former aussi à ça? Après, l'autre question, c'était comment bien choisir son prestataire terrain. Alors, on s'est rendu compte que pour beaucoup de collectivités, par exemple, c'était une difficulté de savoir comment trouver le prestataire de terrain, le bon prestataire de terrain près de chez soi, et puis comment les choisir, sur quels critères, etc. Alors j'ai mis aider vos prestataires terrain s'il vous plaît, parce que je vais y venir, mais c'est vrai que en fait, quand vous faites les appels d'offres, il y a quelques petites choses aussi qu'il faut avoir en tête. Comment ça se déroule vraiment? Donc de la théorie à la pratique, parce que il y a tout un corpus documentaire qui est très bien fait, qui est fourni par l'ANSSI, mais bon, finalement après derrière, c'est à nous de nous en servir, nous en emparer, et puis de délivrer quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous. Quels sont les pièges à éviter? On verra comment transformer cette contrainte finalement en une opportunité, à la fois pour nous d'ailleurs et pour vous, parce qu'en fait vous verrez, nous on en a tiré aussi beaucoup de choses. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment utile? On en parlera après. Alors un petit peu d'histoire, un petit peu d'introduction sur le dispositif. Donc qui est à l'initiative? Donc voilà, c'est dans le cadre du programme France Relance. 3 septembre 2020, donc le gouvernement annonce la mise en place de ce dispositif avec des fonds qui sont alloués. Donc on est aujourd'hui à 176 millions d'euros qui sont spécialement dédiés à la cybersécurité dans le cadre de ce projet. Et c'est piloté par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il y a une petite rallonge qui a été faite dernièrement là. Alors les sources, c'est Annecy. Donc après, si vous avez des questions, je ne sais pas si Régis est encore là, mais j'espère qu'il pourra en tout cas y répondre. Pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Régis Dubrulle en a parlé aussi un petit peu ce matin en ouverture, face à l'écrasante majorité des événements de sécurité qui sont passés, notamment d'ailleurs pendant les confinements. Il était devenu très urgent en fait de travailler autour de tout ce qui pouvait se passer dans les collectivités, et donc l'idée ça a été de dire on va mettre en place en fait un dispositif pour effectivement, comme je sais plus qui est-ce qui disait ça tout à l'heure, donner un coup de pied aux fesses
des collectivités pour se donner du courage pour y aller, en finançant justement la première partie, le diagnostic, et puis en leur mettant le pied à l'étrier, et puis pourquoi pas aussi derrière récupérer aussi quelques informations, parce que au travers de ces dispositifs, en fait, l'ANSSI remonte de l'information qui lui permet aussi de faire des statistiques. Donc en termes de finances, comment ça se passe? Il y a une subvention, donc je parle en TTC, de 90 kg qui est versée en 2 fois. C'est 150 kg en fait pour les établissements de santé. Donc vous avez d'abord une première partie, 40 kg pour ce qu'on appelle le pack initial. Donc le pack initial, je vais aller plus loin dans le détail après, c'est le fameux diagnostic en fait qu'on fait, nous qu'on réalise en tant que prestataire terrain. Et puis à l'issue de ce diagnostic, il y a un plan de sécurisation et on rentre dans la deuxième phase qui s'appelle le pack relais. Et donc qui va consister donc à financer en partie à hauteur de 50 kg et 90 en fait pour un établissement de santé donc la mise en place en fait des premières mesures. Et donc quelques chiffres aujourd'hui. Alors voilà, j'ai mis source du 17 mars, source ANSSI 17 mars. Il y avait jusqu'à présent 731 candidats retenus, dont 545 collectivités, 128 établissements de santé et 58 établissements publics. Voilà, ce qui est, je trouve, plutôt pas mal. Alors, quand on rentre plus avant dans le dispositif, comment ça se passe en fait? Déjà, il faut parler des interlocuteurs, parce qu'en fait, il y a plusieurs interlocuteurs. Il y a d'abord l'ANSSI, donc c'est l'ANSSI qui pilote en fait et qui supervise le dispositif. C'est vraiment eux, ce sont vraiment les cerveaux dans l'affaire. Et c'est notamment eux qui vont valider le financement des actions prioritaires. En fait, vous avez des actions qui ont été taguées P0, P1, P2 et P3, donc théoriquement sur 3 ans. Vous avez un plan d'action, ces fameuses mesures, ce plan de sécurisation qui devrait bien être plein, c'est cadencé en fait sur 3 ans. Et donc on va financer, l'ANSSI, l'État va financer les actions prioritaires du P0, P1. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le prestataire accompagnateur. Donc le prestataire accompagnateur, aujourd'hui il y en a 3. Il y a Webstone, il y a Formind et puis je crois qu'il y a Eva BSSI qui s'est rajouté. Ces gens-là en fait sont chargés de faire le suivi en fait de l'intégralité de la prestation pour le bénéficiaire, de faire on va dire la courroie de transmission vis-à-vis de l'ANSSI. Et c'est eux notamment qui font le pré-diagnostic, c'est-à-dire que quand la collectivité, par exemple, va candidater sur le portail, va s'inscrire, et donc elle va être acceptée en fait, quand on va pouvoir l'accompagner, c'est le prestataire accompagnateur qui prend contact en fait avec vous et qui établit avec vous ce pré-diagnostic qui va finalement driver derrière la suite. Et tout au long de la prestation, l'accompagnateur, il est là aussi pour répondre à nos questions, c'est-à-dire il répond à vos questions, mais il répond aussi aux nôtres. C'est notre interlocuteur aussi dans le suivi de la manière dont on va dérouler le pack initial. Et puis voilà, vous avez des prestataires terrain, donc nous on en fait partie, donc c'est des sociétés plutôt spécialisées dans la cybersécurité, parce qu'on est quand même sur une prestation qui est très experte dans ce domaine. Et puis donc on réalise le pack initial, et on assure la mise en œuvre de ce qu'on appelle les mesures urgentes qui sont issues du pack initial. On est potentiellement aussi votre interlocuteur pour la suite, pour la mise en œuvre du pack relais, mais pas forcément en fait. C'est pas forcément nous qui allons prendre en charge en fait les actions du pack relais. Donc voilà, le cadencement, vous l'avez là. Je reviendrai. Donc voilà, le pré-diagnostic en fait, c'est quoi son objectif? C'est d'évaluer les enjeux dans votre contexte, vos enjeux de sécurité. C'est aussi d'identifier au travers d'un questionnaire qui est assez basique finalement, le niveau de maturité prétendu, votre niveau de maturité prétendu en cybersécurité, et donc d'identifier à l'aide de ce niveau, quelque part derrière, la façon dont on va driver le plan de sécurisation. Pour nous, on va faire un état des lieux à deux volets en fait. Un volet organisationnel, ce qu'on appelle organisationnel, c'est-à-dire on va plutôt regarder la gouvernance de la sécurité au sens large, puis un volet technique. La personne d'Angers en parlait tout à l'heure, puisqu'ils sont engagés dedans. Voilà, le volet technique, ça va être un audit, ça peut être des tests d'intrusion, ça peut être des audits de configuration, des audits d'architecture, c'est à voir. Il peut aussi y avoir dedans de la sensibilisation. Pour certains bénéficiaires, il peut y avoir quelques jours dédiés à la sensibilisation des agents, par exemple, ou de la direction, pourquoi pas. Et puis donc derrière, nous, on va aider à établir le plan de sécurisation, donc quelque chose qui est assez complexe à mettre en place. Et puis donc après, derrière, vous avez le pack relais, la mise en œuvre.
Alors, première étape, comment bien choisir son prestataire terrain. Alors la première chose, bon évidemment vous allez passer un marché. Enfin en général c'est comme ça en fait que nous on arrive, on se présente. Il y a un marché qui est publié et puis voilà, on soumet en fait notre proposition. Parfois, et c'est mieux je trouve, il y a un contact qui peut s'établir avant l'édition du marché. Il y a un contact qui peut s'établir avec nous et ça je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet à nous d'expliquer comment on travaille, ce qu'on fait, quelle est notre lecture en fait du référentiel de diagnostic, et puis vous expliquer aussi nos références dans le domaine. Mais des fois c'est pas le cas et surtout je dis pensez à donner toutes les informations nécessaires au chiffrage en fait de la prestation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, à l'issue du pré-diagnostic, vous avez un livrable de la part du prestataire accompagnateur avec finalement une estimation de charge de travail répartie sur les thèmes techniques, organisationnels, sensibilisation, etc. Et cette charge de travail, en fait, elle peut être relativement importante et des fois on l'a pas nous dans le cahier des charges. Et en fait, c'est compliqué pour nous derrière de pouvoir en fait identifier une charge parce qu'on est contraint nous par la démarche. Donc il faut vraiment nous donner ce phasage parce que sinon on a du mal à deviner et puis on peut être complètement à côté. Et donc c'est important de nous donner toutes ces infos parce que finalement elles font partie du diagnostic. Donc le contenu des prestations, les travaux réalisés dans le cadre de l'audit, voilà. Et puis par exemple, c'est important, certains bénéficiaires n'ont pas besoin de sensibilisation. Donc si on le met pas, si on le dit pas, on va pas le deviner. Soyez attentifs aussi aux tarifs. Ces infos sont tirées en fait d'un jeu de questions-réponses qu'on peut récupérer sur le site de l'ANSSI. Donc l'ANSSI évalue finalement, dit voilà le bon tarif journalier pour des consultants qui vont vous répondre, c'est entre 800 et 900 euros hors taxe. Je pense que c'est le bon prix en fait, c'est la bonne estimation. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est des prestations qui demandent beaucoup d'investissement de notre part. Même la charge qui a été évaluée en fait par le prestataire accompagnateur, souvent elle est un peu en dessous d'ailleurs de ce qu'on est obligé de faire parce qu'on a beaucoup d'interactions avec l'accompagnateur, on a beaucoup d'interactions avec vous, on co-construit en fait la mission avec vous, ça nous prend beaucoup de temps et on met dessus, voilà, l'autre message aussi que je veux passer, c'est que sur ce genre de prestations, on peut pas mettre des débutants, c'est pas possible en fait, on est obligé et c'est normal de mettre des gens qui ont de l'expérience pour pouvoir vraiment vous apporter le meilleur conseil. Vous avez des prestations qui vont s'étaler sur 3 mois, donc le calendrier maximum c'est 3 mois de délai. Et puis ça dépend du périmètre, entre on va dire 20 à 25 jours et puis 50 jours pour des gros chantiers. Alors comment évaluer la qualité du prestataire ? C'est vrai que c'est bien d'avoir un échange avant en fait. Moi je pense que c'est vraiment bien d'avoir des échanges avant parce qu'on a quand même des petites infos. Nous ça fait 8-9 mois en fait maintenant qu'on mène ce genre de prestations. Puis on se rend compte des fois quand on discute même avec des confrères qu'il y a des missions qui se passent mal parce qu'on a voulu choisir un prestataire qu'on connaissait mais qui n'était pas forcément un spécialiste de la cybersécurité, quelqu'un qui prétend qu'il sait faire des audits techniques et puis finalement on se rend compte qu'il ne sait pas en faire et puis il est obligé de sous-traiter à quelqu'un d'autre. Enfin bon, tout ça, ça crée des problèmes. Et donc je pense que c'est super important pour ce type de mission vraiment de vous assurer de choisir des gens dont c'est vraiment la culture, qui ont vraiment les références dans le domaine. La disponibilité évidemment requise parce que on est contraint par le calendrier. C'est-à-dire à partir du moment où on s'engage à réaliser cette mission en moins de 3 mois. Ça, c'est vraiment l'engagement qui est demandé très fortement par l'ANSSI. Voilà, être attentif aux références, ça c'est aussi un point qui est important. Alors maintenant, dans le déroulement, comment ça se passe ? Donc vous avez la première étape, en fait, c'est la réunion d'initialisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout le corpus documentaire, il a été fourni par l'ANSSI, en fait. Donc, on ne va pas utiliser nos propres livrables habituels. On ne va pas mener la démarche d'audit comme on le ferait habituellement, nous, avec nos propres approches. On va suivre vraiment quelque chose, un processus qui est très contraint. Et c'est pour ça qu'au début, on va avoir une présentation, en fait, du corpus par le prestataire accompagnateur. Le truc qui est marrant, c'est que quand on a fait notre première mission, on ne savait pas à quoi s'attendre. On n'avait pas la documentation avant d'avoir gagné la mission.
C'est un truc, ça paraît dingue, mais l'ANSSI nous a mis à disposition la documentation qu'à partir du moment où on pouvait justifier d'avoir une mission d'accompagnement. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure qu'en termes d'évaluation de charge, etc., c'est pas évident, parce que quand on l'a jamais fait, on sait pas où on met les pieds. Alors maintenant, on a la documentation, on s'est beaucoup investi, mais en tout cas, dans le phasage, il est prévu que l'accompagnateur nous forme d'une certaine manière au corpus documentaire et à la démarche. Ensuite, vous avez une première série d'ateliers de compréhension du métier et des enjeux de la sécurité. Alors là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va rencontrer à la fois les équipes de la DSI et les équipes sécurité, et puis on a là aussi un plan d'entretien qui est déjà fourni, et on va identifier les projets qui sont en cours, on va identifier ce qui s'est passé. Voilà. Si par exemple on a eu un gros incident de sécurité, on va en parler, puis on va voir comment ça a été géré, et puis on va parler du plan d'action, on va parler des projets qui sont en cours, qui ne sont pas d'ailleurs forcément que des projets de cybersécurité. Ça peut être des projets très structurants pour l'organisation en matière d'informatique. Et puis on va aussi rencontrer les métiers. Alors les métiers, ça peut revêtir plein de fonctions en fait. Ça dépend de la structure dans laquelle on intervient. Par exemple, là on vient de terminer un accompagnement dans un établissement de santé. Les métiers dans un établissement de santé, c'est les soignants. C'est aussi les administratifs. Et voilà, ça recouvre pas mal de choses. Charge à nous aussi en tant qu'accompagnateur d'aider notre bénéficiaire à identifier les bons interlocuteurs. Il peut avoir lui une certaine vision de qui il faut faire intervenir, et nous on va l'aider aussi à lui dire non, on va pas multiplier trop les intervenants parce que ça peut nuire à la qualité finalement de l'information qu'on va remonter. On aimerait bien nous avoir des gens qui connaissent très bien le métier de l'organisation et qui vont pouvoir à eux seuls nous donner toutes les informations dont on a besoin. Donc faire attention à ça. Et donc, ensuite, on attaque l'état des lieux organisationnel et l'état des lieux techniques. Donc, deux prestations un peu différentes. L'état des lieux organisationnel, on le fait sur la base d'un questionnaire qui est pré-rédigé, enfin qui est préexistant, qui comporte 250 questions. Donc, et là, on couvre vraiment tous les domaines de la sécurité, de la gouvernance. Donc, 250 questions, en fait, c'est énorme. Et c'est pas en un entretien de 2 heures en fait qu'on va pouvoir répondre à ces questions, sachant que vous allez voir, je vous ai mis une copie d'écran après, il y a un système de notation voilà, qui vaut ce qu'il vaut, qui est intéressant, qui est assez précis et qu'il faut qu'on remplisse, et que les notes qu'on va obtenir, on les envoie ensuite au prestataire accompagnateur qui va faire tourner une moulinette qu'on n'a pas nous et qui va nous donner un score. Donc vous voyez, il y a toute une gymnastique là. Donc cette histoire de l'état des lieux organisationnel, c'est un point qui est très important. Et en parallèle, on va faire un audit technique. Alors l'audit technique, c'est pareil en fait, c'est assez ouvert. On va auditer l'Active Directory par exemple avec les outils de l'ANSSI, mais on va proposer, nous par défaut, on propose de faire des tests d'intrusion. Des tests d'intrusion depuis Internet et puis des tests d'intrusion internes. Donc on vient directement chez vous faire le pen test. Mais il se peut très bien que vous ayez fait un pentest il y a déjà 6 mois. Et donc, on ne va pas en refaire un au bout de 6 mois. C'est peut-être pas forcément intéressant. Donc, il faut aussi penser à ça. Parce que j'ai un autre client, alors il ne travaille pas avec nous, mais il avait fait un test d'intrusion 3 mois avant. C'est nous qui l'avions fait. Et puis finalement, il se lance dans la démarche et puis on lui refait un test d'intrusion au bout de 3 mois. Finalement, quelque part, c'est dommage. Parce que là, on va passer entre 10 et 15 jours hommes sur du test d'intrusion. Si on l'a fait il y a 3 mois, on ne va pas refaire un test d'intrusion après 3 mois. Donc on va faire autre chose. On peut faire un audit de configuration des serveurs et des postes de travail. On peut faire un audit de l'architecture. On peut faire plein de choses. Donc il faut aussi penser à ça. On n'est pas contraint, vous n'êtes pas contraint par les prestations techniques. Petit point aussi à dire là-dessus, c'est que l'audit technique, c'est le seul pan de la prestation où on a le droit en fait de vous fournir, le droit et l'obligation finalement, parce qu'il n'y a pas de modèle, de vous fournir un rapport qui nous est propre en fait. Il n'y a pas de modèle contraint sur l'audit technique. On fait ce qu'on veut sur l'audit technique en termes de rapport et de restitution. En parallèle, on va cartographier les zones de vulnérabilité du SI. La démarche en fait de l'ANSSI, elle est aussi assez inspirée de EBIOS Risk Manager, l'analyse de risque en fait, la méthode d'analyse de risque. Donc on va voir avec vous, si vous avez déjà mené des cartographies des risques,
Si ce n'est pas le cas, ben on va bâtir avec vous une petite cartographie des risques. C'est important, savoir où sont les menaces, quels sont les vecteurs d'attaque, la probabilité que certains types de scénarios de menaces se réalisent. Et ça nous permettra derrière, au moment des diagnostics, de vérifier finalement la pertinence de ces scénarios, puis de pondérer les risques avant la mise en place du plan d'action et après la mise en place du plan d'action. Une fois qu'on a fait tout ça, là, on va travailler sur le plan de sécurisation. Donc le plan de sécurisation, c'est une grosse partie aussi. Ça nous demande à nous beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup de documents à remplir. Par exemple, on va remplir un planning avec vous, en fait. On va identifier un certain nombre de chantiers, en fait. Et puis il va falloir qu'on leur donne un T0. Il va falloir qu'on se dise, est-ce qu'on fait ça en priorité 0, priorité 1, priorité 2, priorité 3? Donc est-ce qu'on le fait la première année? Est-ce qu'on le fait la deuxième année, la troisième année? Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite qu'on dise, est-ce qu'on fait ça entre le mois d'avril et le mois de juillet? Est-ce qu'on fait ça entre le mois d'octobre et le mois de janvier de l'année suivante? Ça, voilà. Il va falloir qu'avec vous, on travaille sur le planning de mise en œuvre en fait, des mesures. On va aussi, pourquoi pas, travailler sur de la sensibilisation. Donc il faut aussi être en capacité de trouver un prestataire qui est capable de le faire. Là, on va pouvoir, on va organiser aussi sur la base de slides en fait, qui sont fournis par l'ANSSI. On va mettre en place en fait, des petites sessions de sensibilisation qui vous sont propres et qu'on déroulera sur les populations, en fait, vers les populations que vous avez identifiées dans votre cahier des charges, qui peuvent être des membres de la direction, qui peuvent être des agents. Voilà. Ça peut être différentes populations. Et donc, il va falloir qu'on adapte les supports à leurs activités. Et puis, on terminera par les restitutions. Les restitutions, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a au moins une restitution pour le RSSI et la DSI. Et il y a au moins une restitution pour les dirigeants. Avec des supports qui ne sont pas les mêmes, avec des informations à délivrer qui ne sont pas les mêmes, et avec des objectifs dans ces restitutions qui ne sont pas les mêmes. La vocation aussi de tout ce parcours, dans la tête de l'ANSSI, des gens de l'ANSSI qui ont pondu ça, c'est aussi de se dire il faut qu'on sensibilise les dirigeants, qui ne le sont pas déjà, aux enjeux de la cybersécurité. Donc, tout au long de la mission, il y a cette idée qui est derrière de sensibiliser tous les acteurs. Et quand on fait la restitution aux dirigeants, il y a toute une partie, on va dire la moitié du contenu de la restitution, c'est avant tout de la sensibilisation auprès des dirigeants, et une petite partie sur les résultats du diagnostic. Alors voilà, ici je vous ai illustré par exemple des exemples de livrables où là, vous voyez, on a évalué avec le bénéficiaire des risques et puis avec des niveaux d'exposition à la menace, des exemples d'événements redoutés, avec des niveaux donc, qui peuvent aller de très fort à faible ou négligeable. Et on verra d'ailleurs, ici, là, ça fait partie de la synthèse, on a le niveau d'exposition qu'on avait estimé en début de mission. Et puis on a les niveaux d'exposition qu'on pourra obtenir quand on aura mis en œuvre les mesures qu'on a identifiées. Ici, vous avez le fameux questionnaire. Le fameux questionnaire organisationnel. Alors celui-là, il faut en parler. Parce que comme je vous disais, en fait, parfois on a 2-3 ateliers qui sont prévus en fait, avec les clients pour le remplir. Il est évident que ça ne suffit pas pour répondre à 250 questions et mettre des notes. Ça ne peut pas marcher en fait. Et nous, on ne peut pas le remplir à votre place. Donc là-dessus, le maître mot, c'est co-construction. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous explique d'abord comment ça marche. On vous demande de le remplir, de le pré-remplir, de nous le renvoyer. On fait une analyse. On en tire, nous, un certain nombre, on identifie un certain nombre de questions sur lesquelles nous, on a besoin de revenir, sur lesquelles on n'est pas d'accord, on a besoin d'avoir des précisions, sur lesquelles on a besoin peut-être de revenir aussi sur la note, parce qu'on va aussi vous demander de vous auto-noter. Et donc, on passe nos ateliers à travailler là-dessus. En fait, on s'est rendu compte que cette façon de faire, c'était la plus efficace. Et en plus, c'était intéressant, parce que ça mettait à contribution les équipes d'une manière plus pertinente, je trouve, parce que ça les faisait plancher sur les sujets bien avant. Pareil, les questions... C'est des questions qui demandent, en fait, c'est des questions assez précises, qui demandent des réponses hyper précises. C'est-à-dire, si on vous dit, il y a une question là-dessus, vous dit, est-ce que vous avez un SIEM? La réponse, c'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être ou oui, mais alors on a prévu d'en avoir un. Non, c'est oui ou c'est non, tant pis. Là, ce sera 0 ou 1, parce que les notes sont comprises entre 0 et 1, avec des dégradés, 0,2, 0,3, etc.
Donc si vous n'avez pas de SIEM, vous n'avez pas de SIEM. Par contre, rien ne vous empêche en commentaire, vous avez une case commentaire, la réponse est commentaire, d'expliquer que vous avez déjà fait des études, des pré-études ou des choix de SIEM, de solutions, et que vous avez prévu de le faire dans 1 an ou 2. Voilà, ça, rien ne vous empêche de le dire. Mais par contre, sur la note, nous, on ne peut évaluer qu'une réponse qui est très précise. Voilà, donc les notes par palier. Et puis on a des notes cumulatives. Donc voilà, c'est-à-dire par exemple, j'ai pas d'exemple là comme ça à vous donner, mais on a, ça c'est assez particulier aussi à comprendre au départ. On a un premier niveau de notes. Par exemple, vous allez avoir, on vous pose une question, et puis vous avez le choix. Donc soit vous dites le choix 1, vous allez avoir 0,1, choix 2, 0,3, et choix 3, 0,5. Et puis vous avez en dessous on va dire des sous-questions bonus. Et en fonction de ce que vous allez répondre, on pourra rajouter 0,1 ou 0,2 ou 0,3. Ce qui fait qu'au final, la note maximum, ça pourrait être 0,8. Voilà. Alors, les écueils à éviter tout au long de la prestation. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, la prise de connaissance du corpus, donc c'est de l'avoir avant. C'est pas toujours évident. Ça peut être, vous pouvez poser cette question à votre prestataire ou celui que vous projetez de sélectionner, de savoir s'il a déjà cette expérience, s'il connaît déjà le corpus. S'assurer la disponibilité des interlocuteurs. En fait, aujourd'hui, nous, en termes de planning, quand on s'engage, on est capable de tenir la mission largement dans les 3 mois. Mais évidemment, ça ne tient pas compte des disponibilités de vos agents, forcément. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est tout bête, hein, mais c'est ça souvent qui va nous retenir. Donc sur l'état des lieux, voilà, je vous l'ai dit, compléter le questionnaire avant. Et là, le maître mot en fait de toute la prestation, c'est co-construction. En fait, on co-construit le résultat avec vous. C'est la grosse particularité par rapport à des prestations d'audit classiques telles qu'on peut les mener habituellement, où finalement on sollicite relativement peu nos interlocuteurs. Là, on va vous solliciter un petit peu plus. Et d'ailleurs, je serai preneur d'avoir vos avis tout à l'heure à ceux qui sont en cours, savoir comment ça se passe. Le plan de sécurisation, il faut qu'on... Voilà, alors le plan de sécurisation, il est évident que même si on répond aux 250 questions, on ne va pas vous mettre un plan de sécurisation par rapport aux réponses de ces 250 questions. Donc notre travail à nous, ça va être d'identifier une trentaine de chantiers à peu près, qui vont constituer votre plan de sécurisation. Et donc on va choisir. Nous, on va pré-choisir des choses par rapport à notre expertise, notre expérience du domaine. On va présélectionner des chantiers possibles et on va les discuter avec vous pour voir si ça correspond à ce que vous avez prévu de faire. Est-ce que vous aviez peut-être déjà commencé d'ailleurs à travailler sur certains sujets. Voilà, donc on va vraiment le co-construire avec vous parce que l'idée, c'est que derrière, ce plan de sécurisation qui sera présenté ensuite à vos dirigeants, il ne faut pas qu'il sorte du chapeau, il ne faut pas qu'il tombe comme ça, il faut qu'il y ait une logique par rapport à ce que vous avez souhaité faire. Et pourquoi aussi? Parce que dans le P0 européen, on va identifier des actions prioritaires, 3-4 actions prioritaires, qui vont être financées en grande partie par l'ANSSI la première année. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on choisisse des choses qui soient cohérentes, pertinentes. Voilà, grosso modo sur cette slide, je n'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Le dernier point peut-être, c'est sur les restitutions. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une restitution à faire auprès des dirigeants qu'il faut foncer tête baissée. On peut se poser la question peut-être d'en faire une intermédiaire avant pour peut-être sélectionner les messages qu'on va faire passer. Exemple, j'en ai eu une la semaine dernière. Je vais vous montrer les résultats là, des exemples en fait, de livrables, notamment sur la synthèse, mais il y a un niveau, c'est-à-dire on va calculer un niveau, un cyberscore, ce qui s'appelle le cyberscore, avant la mise en œuvre des mesures, et puis ensuite, à la fin de la mise en œuvre du P0 européen, il y a un nouveau cyberscore, et puis un autre cyberscore à la fin de la mise en œuvre du P2, P3. La question du dirigeant, c'est oui, mais ok, bon alors ce niveau, ouais, mais alors déjà on est comment par rapport aux autres? Parce que là vous dites qu'on a C-, mais ils ont quoi les autres? Alors là c'est le prestataire accompagnateur qui répond, c'est pas nous, parce que nous on n'a pas les stats en fait. Nous on n'a rien, on n'a même pas la moulinette pour calculer le cyberscore. Hein. C'est l'ANSSI qui les a. En fait, la réponse c'est on peut pas. Enfin, la moyenne c'est ça.
La moyenne, c'est C, par exemple. Voilà. Donc vous êtes un peu en dessous de la moyenne, c'est C. Mais sauf que dans la moyenne, il y a des établissements de santé, il y a des très gros établissements de santé, puis il y a des tout petits établissements de santé, et puis pareil, il y a des grosses communautés d'agglomération, puis il y a des petites communautés d'agglomération. Donc on ne va pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc déjà, il faut faire attention à ce qu'on communique par rapport à ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pas la note qui est importante, c'est de voir d'où on part, c'est de mesurer l'effort pour passer d'un palier à un autre, sachant que l'ANSSI, eux, ce qu'ils attendent, c'est 2 paliers. C'est-à-dire, en gros, si vous aviez C au moment où on a lancé la démarche, il faut que vous passiez à à C+, pardon, pour le premier palier, P0P1, et puis D pour le suivant. Vous voyez l'idée? Pour qu'on puisse voir qu'il y a un vrai changement de prise en compte de la Sécu. Mais finalement, ça suffit pas non plus. Parce que votre dirigeant va vous dire, bah oui, mais alors ok, là, tu vas finir à C+, par exemple. Ok, tu vas finir à C+. Mais c'est quoi la suite? Parce qu'on va jusqu'à D+. Donc, vous vous engagez sur 3 ans à passer D+. Entre nous, je suis pas certain que ce soit acceptable, et en plus possible, et pertinent. Voilà. Donc, il faut se préparer à ça. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est de faire une pré-restitution avant, pour que vous puissiez aussi, pour qu'on puisse travailler avec vous, à préparer un discours qui soit intelligent par rapport à ça. Alors en termes d'apport, alors déjà, bon, moi j'avais un avis assez critique en fait sur cette démarche avant de la dérouler. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 100% des accompagnements qu'on fait, moi je participe en fait. Moi je participe activement à ces missions en tant que consultant. Parce qu'on s'était rendu compte au départ que voilà, on pouvait pas mener ces prestations-là sans avoir quand même un bon background, un bon recul par rapport au métier. Et puis j'étais assez critique, parce que notamment les 250 questions, je me disais bon, c'est franchement, enfin, ça va être très compliqué quoi, d'arriver à quelque chose de pertinent. Bon, la réalité finalement, c'est que ça marche plutôt pas mal. C'est que nous, en tout cas, les retours qu'on a, on en sort vraiment des choses intéressantes. On arrive à faire parler les résultats. Ça donne finalement aux bénéficiaires ensuite il y a tout un corpus documentaire qui est quand même assez important d'analyse des résultats qui donne des bonnes idées sur des plans d'action à suivre. Et d'ailleurs, je pense que nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est finalement continuer sur cette lancée. Basez-vous sur les travaux qu'on a menés là et faites-les fructifier. Ça va vous aider à aller un petit peu plus loin. Donc finalement, le bilan est très positif. Ce qu'on peut dire, donc voilà, soyez un acteur actif. Ouais. En fait, ça ne peut marcher que si vous êtes vraiment actif. Si vous êtes passif, ça ne marchera pas, parce qu'on restera sur quelque chose d'ultra figé. Ça ne fonctionne que parce que il y a une vraie interaction entre nous. Profitez bien de l'expertise du prestataire, ça c'est super important. Si vous choisissez entre guillemets bien votre prestataire, il aura plein de choses à vous raconter, il aura plein de choses à apporter à la mission. Et donc pour vous, ça va être génial parce que on va pouvoir mettre en parallèle entre les questions qui sont posées, les tests techniques et puis tout ce qu'on va pouvoir apporter derrière comme recul par rapport à ce qu'on a vu chez d'autres clients. Ça va être hyper enrichissant pour vous. Donc, et on est là tout au long pour poser des questions, y compris d'ailleurs aux prestataires accompagnateurs. Donc la documentation, je l'ai dit, appuyez-vous dessus pour continuer vos chantiers. Et puis après, à vous de voir qui vous voulez impliquer. Soit vous considérez que c'est le bon moment pour impliquer vos collaborateurs dans la démarche, parce que ça va les sensibiliser, parce que ça va... il y a eu plein de questions tout à l'heure sur comment je fais si moi, les gens chez moi, ils veulent pas entendre parler de sécurité. Je pense réellement là qu'avec ce corpus-là, il y a vraiment un truc, à faire, quoi. C'est intéressant. Je trouve ça intelligent et ça fait se poser des questions. Et puis vous avez la sensibilisation qui est intégrée, donc ça aussi c'est pas mal. Finalement, vous êtes financé quelque part au départ pour amorcer une sensibilisation de vos agents. Voilà, ici je vous ai mis quelques exemples de nous ce qu'on fait, la manière dont on les remplit. Donc vous voyez, ça c'est contraint. Puis nous on va remplir le truc. Donc ça par exemple c'est le rapport que vous avez. On a peut-être par accompagnement, on a peut-être 50 slides comme ça pour chaque action du plan de sécurisation où en fait on décrit. Parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord avec vous sur la tâche à faire, c'est nous qui décrivons la manière dont on va la faire. On va vous poser des questions, bien sûr, mais on le fait.
On estime une charge, on estime un budget, on dit si c'est en P0, en P1, etc. Enfin, ouais, il y a quand même du boulot. Ça, c'est une synthèse, la synthèse technique. Donc, la synthèse technique, au travers des tests qui sont faits, alors on a ADS sur l'AD, puis on a Silène, qui est aussi un outil qui est fourni par l'ANSSI. Ce sont vos équipes qui les passent, nous récupèrent les scores. On fait nos audits, on a un certain nombre de vulnérabilités. Ces vulnérabilités, on les map sur une cartographie du système d'information qu'on a fait avec vous. On fait toujours une cartographie qui a ce look and feel là. C'est un exemple qui est donné par l'ANSSI. Encore une fois, au départ, moi je trouvais ça, je me dis comment on va faire pour faire un truc comme ça. Et en fait, on prend le temps de le faire avec vos équipes, avec les architectes que vous avez ou les responsables réseau ou infra. On construit ce truc-là. Et après, derrière, on entoure des zones là, et on dit, ben voilà, la menace qu'on a identifiée dans nos audits techniques, par exemple, elle va venir impacter cette partie-là. Le VPN, par exemple. Voilà. Donc on vient mapper en fait nos vulnérabilités qu'on a identifiées sur la carto. Et les gens sont très contents d'avoir ça en général parce que du coup, en général, ils n'ont pas de carto haut niveau. Ils n'ont pas sur une page A4, ils sont pas capables d'expliquer simplement en fait comment fonctionne le système d'information. Ben, à l'issue de la mission, ils l'ont. Et là, vous avez le fameux cyberscore. Donc vous voyez, là, c'est un exemple. Donc on partait de C-. Après le P0, on arrive à C. Et si tout va bien, on fera du C+. Avec les niveaux, donc 133 sur 400, 160 et 180. Une répartition ici en fait par thème. Donc ici vous avez on ne voit pas, mais vous avez les différents thèmes abordés dans le questionnaire. Donc vous avez le cloud, vous avez la gestion des identités, vous avez tout un tas de domaines de la cyber. Et puis ici vous avez les actions du plan d'action. Donc il y en a là dans cet exemple-là 35 dans notre plan d'action. Ça va monopoliser 245 jours hommes, un montant total de 300 000 euros, et puis on répartit ça sur le P0, P1, le P2, le P3. Et là-dedans, ça, c'est ce qu'on va soumettre finalement à l'ANSSI, qui va valider finalement le financement, donc qui reste. Je vous parlais tout à l'heure, vous savez, des 90 000 ou des 150 000 pour un établissement de santé. Ben, eux, en fait, ils vont dire, OK, nous, on est OK avec les actions que vous avez identifiées en P0, P1, on est d'accord, et donc on va abonder pour vous aider à financer. Petite astuce là-dessus, en fait, ils sont plutôt sensibles à tout ce qui touche autour de l'achat de licences ou la mise en œuvre d'outils plutôt technologiques versus de la sensibilisation ou versus de la gouvernance. Voilà. Si vous leur dites dans votre P0, P1 que vous voulez faire une politique de sécu, ça ne va pas les exciter. Voilà. Par contre, si vous leur dites que vous voulez poursuivre la mise en œuvre de l'EDR que vous avez commencé à mettre en œuvre l'année dernière, ça, ils vont être OK. Si vous leur dites que vous voulez mettre en place du MFA, ça, ils vont être OK. Voilà, c'est plutôt ce genre d'action qu'ils attendent. Et ils ont une théorie par rapport à ça. Moi, je n'étais pas forcément d'accord, mais bon, ils ont une théorie, ça se tient. Ils disent que finalement, ce qu'ils disent, c'est à partir du moment où on a des outils, à un moment donné, on est bien obligé aussi de les exploiter. Voilà. Et puis il y a des outils comme l'EDR, forcément ça va vous aider. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de débat. On est tous convaincus du fait qu'un EDR, c'est utile.